première partie, hein, c'est un peu introductive à la journée. On va rentrer maintenant dans les aspects beaucoup plus opérationnels. Et qu'est-ce que ça implique tout ça pour une organisation, pour une entreprise? Comment les organisations évoluent en ce moment pour s'adapter? Quels sont les facteurs clés de succès pour répondre à ces défis? Est-ce que sur cette big picture, en quelque sorte, vous avez des éléments? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont qui sont venues se confirmer? Est-ce que c'était des choses que vous aviez déjà largement perçues? Enfin, c'est intéressant de faire un petit ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et puis peut-être dites votre nom, et puis comme ça on commence un peu à faire connaissance. Et encore une fois, on va le faire encore beaucoup plus cet après-midi, puisque là, cet après-midi, on va renverser complètement les choses, on va travailler sur votre projet et comment utiliser tout ça, mais dans le cadre de votre problématique. Voilà. Alexandre Petrovic. Alors, je suis un peu embarrassé parce qu'en fait, on est face à une présentation sur le développement durable, les enjeux planétaires, etc. Et l'objet de la réunion, c'était plutôt le facteur clé, c'est la start-up. Juste pour dire que j'ai un peu de mal à faire le lien. Oui, alors le lien, ça je le reprécise parce que je l'ai déjà dit, etc. C'est notre premier facteur clé de succès, c'est de comprendre son environnement. Quand vous êtes dans un avion, que vous conduisez n'importe quel véhicule, il faut comprendre quelle est la carte. Donc là, c'est cette partie-là. Alors, on va vous parler du frein et tout ça, et tout de même, il fallait parler de la carte. D'accord. Alors, c'est pour être efficace. Efficace que je dis ça, c'est... Alors, je pense qu'on est tous d'accord sur les constats, sur le contexte économique, géopolitique, environnemental, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'on est tous impuissants à titre individuel, dans la mesure qu'il faut qu'il y ait des aides publiques qui soient colossales, des orientations publiques qui soient totalement fondamentales et structurantes. Et à un niveau individuel, à point que ce soit au niveau consommateur, c'est impossible de changer quoi que ce soit. Ça, on peut consommer mieux, mais c'est tout ce qu'on puisse faire. Je prends des exemples. Quand il y a des tas de startups qui se montent dans l'écologie, etc., à chaque fois, elles sont bloquées ou noyées tout simplement parce qu'il n'y a pas un accompagnement derrière au niveau de l'État pour les aider en termes de financement qui soit suffisamment puissant, parce que de passer de l'idée du labo à l'idée du développement industriel, il faut entre 10 millions et 100 millions d'euros. En plus, vous ne faites pas face à des lobbies, à des corporatismes qui sont extrêmement puissants. En plus, il y a le risque de se faire piquer l'idée par des Coréens et des Chinois. Et ça, c'est impossible. Donc c'est pour ça que je pense que là, on est quand même... je ne vois pas trop la faisabilité technico-économique. Très bien, merci. Peut-être, je sais pas, on peut réagir rapidement. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est faire un peu le tour. Oui. Comme ça, ça va faire une nuage de questions ou de remarques, et on répondra plus globalement. Et puis en plus, c'est intéressant d'aller un peu dans l'interactivité. Donc première remarque tout à fait juste, c'est-à-dire comment faire en tant qu'individu, et puis aussi, on va revenir là-dessus, c'est comment, je pense que là il y a aussi des questions tout à fait intéressantes, c'est comment une PME, comment une entreprise émergente survit dans cette jungle. Oui, alors peut-être votre nom? Bernard Commel. Oui. Donc moi je suis plutôt dans le secteur alimentaire, agriculture alimentaire. Pour moi effectivement, je rejoins Alexandre, pour moi parce que vous parlez de rupture technologique, mais en fait il faut arriver à une rupture sociale. Sociale, politique. Sociétale. Sociétale, pardon. Pas sociale, sociétale. Donc pour ça, il y a éventuellement la société civile, plus que les startups, je dirais. Il y a la société civile, il y a éventuellement plutôt les grandes organisations, parce que c'est capital pour une entreprise qui a 200 000 salariés de s'adapter au contexte. Une entreprise qui a 5 salariés est beaucoup plus adaptable quoi qu'il arrive. Bon. Et puis après, le volet politique, effectivement, c'est-à-dire que cette rupture sociétale, le mieux, ça serait que tout le monde vote écologiste. On en est loin en France et dans le monde. Voilà. Très bien. D'autres, peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Rien de particulier.
moi, après c'est un constat, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'aujourd'hui le constat c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'avant on vivait dans une société où il y avait une communauté, chacun mettait sa pierre à l'édifice et participait dans le sens de la communauté pour construire quelque chose. Alors la société civile aidait, mais les individus étaient globalisés dans le sens général de ce cadre-là. Et aujourd'hui, comme on voit sur une dérive financière, industrielle, même individuelle, où chacun veut sa part du gâteau de plus en plus grande et n'est pas prêt à faire des concessions. Donc on voit avec les groupes industriels qui effectivement veulent garder la main mise et utiliser un lobby conséquent pour ne pas faire émerger des solutions, on va dire, un peu alternatives et écologiques. Mais on voit aussi de notre côté individuel où finalement on n'est pas prêt forcément à passer plus de temps en cédant la part à la voiture, hein, en se véhiculant différemment, en essayant de se déplacer différemment. Donc en fait c'est plus un problème de prise de conscience individuelle et au sens global du groupe qu'il va falloir changer. Et je pense que tant qu'on ne sera pas au pied du mur, on voit avec la voiture, hein, tant qu'on ne sera pas en saturation et tant qu'au final, c'est peut-être difficile à dire, mais tant que les ressources naturelles ne seront pas épuisées, on ne trouvera pas la solution. Donc, dans une situation de crise, on est beaucoup plus créatif et on va chercher des ressources qu'on ne va pas chercher quand on est dans des solutions de facilité. Donc le problème, c'est que je pense qu'on va arriver à une situation de rupture avant de véritablement se trouver des solutions et de mettre la main et tous participer à trouver des solutions. Tout à fait. Merci. Ça se recoupe un peu, mais c'est très intéressant parce que c'est un autre regard encore, c'est intéressant de voir dans chacun. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, vous vouliez? Oui. Pour rebondir un peu sur ce oui, alors moi je suis Alix Daveno, je suis moitié média et moitié développement durable. D'accord, très bien. J'essaye de transiter au maximum vers le développement. Alors, sans paraître utopiste dans tout ce qui vient d'être dit, là, le constat, effectivement, depuis un moment, ça fait un moment qu'on parle d'écriture dans tous les sens. Est-ce que vous croyez, à l'efficience, enfin l'efficacité du Rio+20 qui est ici en ce moment? Est-ce qu'il y a prévu des choses qui vont sortir? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question de se reconnecter peut-être à l'essentiel et en se défaisant, enfin en se dédouanant, mais en se distanciant un peu du matériel dans lequel le monde occidental est plongé depuis des années, et qui fait que, voilà, peut-être repenser quels sont les besoins essentiels de l'homme, c'est quand même de se nourrir et de se soigner, et que le reste est... Voilà, c'est peut-être un peu plus philosophique, mais en tout cas c'est ma réflexion. Vous avez tout à fait raison, c'est un autre aspect tout à fait intéressant. Alors je ne sais pas si on l'abordera beaucoup aujourd'hui, parce que c'était un peu synthétique, et c'était justement plutôt tourné vers des projets et des PME. Mais votre question qui est plus philosophique est extrêmement intéressante et on a des grands débats, en tout cas entre nous, sur ces questions-là. Alors je sais pas, ça sera l'occasion un peu d'en parler. On continue un peu le tour. Ceux qui n'ont pas dit un mot, peut-être juste votre nom et puis ce qui vous a étonné ou les questions que vous posez face à ça. Oui, Claude Boulaye. Bon, moi c'est vrai, comme il a dit le monsieur, je ne m'attendais pas à une telle présentation de développement durable sur les clés du succès. Tout à fait. Mais alors, ça devient intéressant parce que moi, j'assiste au séminaire parce que pour la création d'une entreprise, une idée. Mais c'est vrai qu'à écouter le développement durable, moi je viens de l'Afrique, je pense systématiquement à ça. C'est-à-dire qu'en créant une entreprise, je ne suis pas formé à faire du développement durable. C'est-à-dire que je suis formé sur le système éducatif à faire des chiffres, de la croissance. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que la croissance aussi, c'est la pauvreté. Alors, est-ce que moi je ne suis pas formé, beaucoup de gens ne sont pas formés, beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas formés dans le développement durable. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, je me répète, on pense aux chiffres, à faire de la performance. Alors, c'est quoi par exemple en Afrique? Moi je viens là-bas, c'est pas parce qu'on ne veut pas faire le développement durable, c'est parce qu'on n'a même pas conscience de ce que c'est le développement durable. C'est-à-dire qu'on va jeter des trucs à la poubelle, mais inconsciemment, on n'a pas été formé. Mais c'est pas parce qu'on refuse. Donc voilà. Oui, tout à fait. Petit. Non, c'est intéressant, effectivement. Oui, une dernière remarque. Bien sûr. Erwan Sanso, j'ai un projet de start-up dans le bio. Parlez un tout petit peu plus fort parce qu'en plus vous êtes au fond, donc on ne pas très bien.
Erwan François, donc j'ai un projet de start-up dans le bio et le web. Et sinon, le constat, oui, je suis 100% d'accord avec ce constat. Voilà, plusieurs chemins à nous, il faut choisir le bon. Juste pour rebondir sur l'Afrique, moi j'étais en Éthiopie l'année dernière. Et c'est juste un monsieur doit le savoir mieux que moi, mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas forcément dans leur éducation. Et la chose la plus importante pour eux, c'est la croissance. Et l'exemple qu'ils ont, c'est nous. Et quand nous on discutait avec des paysans locaux, peu à peu ils se défont justement de ce développement durable alors qu'ils ont évolué avec, mais en gros en prenant pour exemple notre mode de vie, et on les voit peu à peu abandonner leur habitat traditionnel pour construire ces sortes de HLM qui eux pour eux correspondent justement à l'avenir et à un développement type occidental. Et malheureusement nous forcément on est en train un peu de changer notre vision des choses. Les pays émergents qui représentent justement des milliards et des milliards d'habitants, comme vous dites, s'ils prennent notre exemple, on va droit dans le mur. Et ça, c'est encore un constat, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Tout à fait. Alors, on voit bien d'abord, vous voyez bien aussi cette chose complètement nouvelle. Je vais pouvoir passer la parole à Alexandre, réfléchir un peu aux différents aspects que tu aimerais répondre à ces différents points de vue. On voit bien, il y a une remarque qui court un peu dans toutes ces remarques. Il y a un point un peu focal, c'est effectivement la question du développement durable et sa plus ou moins grande intégration dans notre réflexion. On voit bien, quand on voit cette présentation, ni Alexandre ni moi, on est des hommes politiques, on est simplement des analystes qui avons passé notre vie à essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer sur cette planète. Il est évident que ces enjeux qu'on vous a présentés, qui sont un consensus aujourd'hui, qui font que effectivement beaucoup de scientifiques aujourd'hui sont extrêmement préoccupés par ce qui est en train de se passer, qui en fait touchent tout simplement l'existence de l'humanité sur cette planète, ou sa disparition. Donc c'est même un sujet important, parce que ça n'a rien à voir, mais rien, avec le discours politique sur l'écologie ou le social. Là, ce qu'on voit, nous, en tant qu'experts, c'est tout simplement que le modèle économique tel qu'on le pensait jusque-là, et qui a comme sous-entendu que on fait de la croissance économique et qu'on redistribue plus ou moins cette croissance, et à ce moment-là on est socialiste ou on est plus ou moins socialiste, et puis qu'en plus après on fait un tout petit peu attention à la planète comme ça très marginalement, on trie, etc., et puis que tout ça est ok et que ça va bien se passer, c'est pas vrai du tout, ça va pas du tout bien se passer. C'est parce que économiquement de toute façon on va avoir un effondrement planétaire. Sociologiquement, socialement, c'est la disparition des 2 tiers de l'humanité, et écologiquement, c'est une véritable catastrophe qui fait dire à certains scientifiques qu'il suffit d'aller sur une balance et de se peser parce que sans doute il n'y aura plus de place pour les mammifères de plus de 50 kilos. C'est Hubert Reeves. Donc si vous voulez, on est tout de même face à des enjeux où le modèle classique tel qu'on le pense aujourd'hui, n'est pas absolument pas viable. Il ne s'agit pas d'être écologique, ou d'être socialiste, ou d'être libéral. La question, elle est bien au-delà de tout ça. Elle est, au fond, comment on réinvente un système qui tout simplement est viable. Alors après, on peut appeler ça être écologique ou pas écologique, ça n'a rien à voir. Et le parti politique écologique, il est bien évident que ce qu'il propose est totalement insuffisant face aux enjeux. Vous voyez bien les enjeux, c'est pas une question d'écologie. De la même manière, on pourrait dire que la question sociale n'est absolument pas traitée sous la forme socialiste, puisque de toute façon la forme socialiste, elle est une redistribution d'une richesse. Et encore faudrait-il qu'il y ait de la richesse créée. On voit bien que là on bute sur la création de la richesse elle-même. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un discours politique, si vous voulez. On est bien au-delà de ça, on est en face d'un certain nombre de problèmes qui sont aujourd'hui bien au-delà des analyses politiques classiques et auxquelles l'humanité, par contre, dans la réalité, va devoir faire face. Ça, c'est une première remarque.
et je laisserai Alexandre diverger sur ce que je viens de dire, ou converger, je ne sais pas, mais c'est intéressant que vous ayez aussi des avis un peu différents sur toutes ces questions. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a aussi une autre question qui revient souvent, c'est moi là-dedans, petite entreprise, créateur d'entreprise, en tant qu'individu, moi je suis totalement impuissant, qu'est-ce que je peux y faire? Et puis, voilà, moi ça ne me concerne pas, etc. Alors, on voit bien là tout le paradoxe, parce que, si vous voulez, c'était la raison même de la création de Design Your Planet, c'est que un politique, lui, son horizon, c'est 5 ans. Donc, lui, ça ne le concerne pas, tout ça. Un chef d'entreprise, son axe d'horizon, c'est le trimestre. Donc, tout ça, ça ne le concerne pas. Un citoyen, lui, son problème, c'est demain. Comment il va bouffer demain? Ça va beaucoup. Si on prend les 6 milliards d'êtres humains, il y en a beaucoup pour qui l'horizon de temps, il est demain, est-ce que je mange ou je ne mange pas? Donc, en fait, on se trouve dans une situation aussi humaine très très particulière où l'enjeu, c'est la vie et la mort de l'humanité, de 3 millions d'histoires humaines, mais où, et c'est un peu humoristique parce que j'y pensais, l'être humain a une singularité, c'est que il a cru, cette croissance extraordinaire qu'on a vue, cette explosion de la population, elle est possible parce que l'être humain, c'est l'animal qui sait le mieux faire des pièges. Faites comme et d'ailleurs, il a réussi contre tous les animaux parce qu'il est suffisamment intelligent pour créer des pièges. Alors après, des pièges, même entre nous, c'est-à-dire qu'on sait très bien se prendre dans des pièges. Et là, quand vous regardez, c'est exactement une structure de piège. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une nasse. Puis quand on va s'apercevoir qu'on est dans la nasse, on va se dire, le danger de la situation de ça, c'est que, comme vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, on est tout à fait d'accord maintenant en tant que sociologue, on s'aperçoit que les gens vont se réveiller qu'au moment où elle va s'effondrer, mais quand le moment où ils vont se réveiller, ce sera beaucoup trop tard. Ils seront dans la nasse. Et même à ce moment-là, ils vont dire, il ne faut plus de CO2, ah là là, ça y est, on est en train de... on n'a plus à manger, il faut absolument qu'on supprime ce CO2, mais ça sera beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit, et le réchauffement va continuer à se poser. Alors je laisse Alexandre dire deux mots, et très vite parce qu'il faut qu'on avance justement vers les aspects concrets. Deux mots très vite pour réagir par rapport à l'ensemble des remarques, moi, qui m'ont beaucoup intéressé, et je dirais que je suis d'accord avec toutes les réactions, et la question est de savoir effectivement comment les concilier, parce que bon, on voit bien qu'il y a le point de vue de l'entreprise, il y a le point de vue du citoyen, il y a le point de vue... Tous ces points de vue ne sont pas forcément faciles à concilier. Alors, moi, il me semble d'abord que si on parle de facteurs clés de succès, le premier point dont je suis convaincu, c'est qu'il faut savoir anticiper, qu'il est important dans une vision d'avenir. Donc ça me paraît absolument certain, et donc ça, on pourra en rediscuter, vous me direz après si vous êtes d'accord ou pas, mais ça me paraît très important dans la vision d'avenir. Ensuite, si on parle de vision d'avenir, je crois qu'il faut s'interroger sur les grands enjeux planétaires. Parce que toutes ces questions que j'ai évoquées, qu'on le veuille ou non, que ce soit pris en compte ou non par les politiques, bien ça aura un impact. Donc on ne peut pas s'en désintéresser. Si on veut réfléchir à l'avenir, il faut s'en préoccuper. Alors maintenant, la question est de savoir comment la situation va évoluer, dans quel sens elle va évoluer. Et c'est là qu'on peut avoir des interrogations. C'est-à-dire on sait comment on voudrait qu'elle évolue, comment il faudrait qu'elle évolue. Maintenant, il n'est pas sûr qu'elle évoluera de cette façon-là. C'est ce que j'ai essayé de dire. Il faudrait qu'effectivement, au niveau mondial, il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises, qui aient un niveau politique. Comme vous l'avez dit très justement, il n'est pas certain que ces mesures seront décidées et individuellement, nous n'avons pas forcément la possibilité de changer la situation. Donc, il faut pouvoir analyser à tous les scénarios possibles. Donc, soit on arrive à réaliser les mutations nécessaires et on peut y contribuer en réfléchissant à des innovations qui permettent de résoudre les problèmes. Et de toute façon, il faut essayer d'aller dans ce sens. Et ça a un sens. Ou on ne sera pas en mesure de faire face aux défis planétaires, et à ce moment-là, on se retrouvera face à des chocs, face à des crises, et il faudra absolument améliorer la résilience du système. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et dans tous les cas de figure, je pense que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez être concerné, parce qu'il faudra
que vous arriviez avec les solutions qui seront les mieux adaptées à la situation telle qu'elle va se créer d'ici quelques années. Et on voit que la situation elle évolue quand même assez vite. Alors, il y a aussi un autre aspect en tant qu'entreprise et en tant que créateur d'entreprise pourquoi une carte quand vous êtes dans une voiture? Parce qu'il faut savoir où vous voulez aller. Et vous, en tant qu'entrepreneur, évidemment, l'ensemble de ce contexte qui présente une évolution très rapide, il est lu d'une autre manière, une multitude d'opportunités pour vous. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur émergent sur le marché, ce monde en pleine évolution et évoluant de plus en plus rapidement, et avec des crises à rupture, c'est pour un entrepreneur un contexte extrêmement positif, puisque en quelque sorte les cartes sont rebattues très très rapidement, et de plus en plus vite. Hein, je pense que ça c'est l'angle positif de ce qu'on vient de voir. Et on pourrait dire que même les questions qu'on peut se poser sur le développement classique, eh bien, d'autant plus le développement classique va être remis en cause, d'autant plus il crée des opportunités pour les entrepreneurs. Bon, on le voit dans le secteur automobile, par exemple. C'est très intéressant dans le secteur automobile, qui était un secteur considéré, comme on dit, mature, où il n'y avait plus tellement d'opportunités, sinon de se concentrer de plus en plus entre immenses entreprises. C'est ce qu'on voyait opérer partout. Alors, on a vu des nouveaux entrants. Je pense à la nouvelle voiture californienne électrique, Tesla, qu'on n'avait pas vu depuis pratiquement 50 ans. Et depuis 50 ans, il n'y avait pas de nouveaux constructeurs. Donc c'est un très bon exemple, si vous voulez, de la manière dont ce monde en rupture crée des opportunités par rapport aux innovateurs. Mais encore faut-il bien comprendre. Et c'est pour ça que cette première présentation.